Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce 6e rendez-vous de l'enseignement à distance, donc TIS et Astuces, qui est cette fois-ci organisé conjointement par deux commissions du pôle académique de Namur, donc le Centre de didactique de l'enseignement supérieur qui s'est déjà chargé d'organiser les rendez-vous précédents et la Chambre de l'enseignement supérieur inclusif qui se joint à nous pour ce webinaire qui va justement aborder la manière de rendre son enseignement à distance plus inclusif et d'échanger sur cette thématique. Avant de débuter ce rendez-vous, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à couper vos micros pour éviter les bruits parasites. Alors, le webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver la vidéo de l'enregistrement sur notre site web dans le courant de cette semaine. Et c'est déjà le cas en fait pour les enregistrements des webinaires précédents. Donc, n'hésitez pas à aller les voir également si vous n'avez pas encore pu voir ces autres webinaires. Alors, avant de commencer, juste un petit retour au programme qui ont finalement jalonné ces mois d'enseignement à distance. Depuis le mois de décembre, nous vous proposons ces rendez-vous TIS et Astuces avec différentes thématiques qui ont été abordées. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le dernier rendez-vous de l'année académique, rendre son enseignement à distance plus inclusif. Et pour le moment, on est en préparation d'autres petites formations pédagogiques à destination des enseignants du pôle pour l'année académique prochaine. Et voilà, en fonction du type d'enseignement qui sera la norme l'année prochaine, si on continue l'enseignement à distance, on poursuivra éventuellement ces rendez-vous mensuels autour de l'enseignement à distance, mais on vous tient au courant de la suite. Aujourd'hui, nous avons trois intervenantes. D'abord, Perrine Bigot, qui est spécialiste en orthopédagogie et qui donne des formations aux enseignants en termes d'enseignement inclusif et d'aménagement raisonnable et à tout niveau d'enseignement, fondamental, secondaire, supérieur. Elle est également enseignante dans la spécialisation en orthopédagogie à la Haute École Condorcet et donc depuis 1 an, elle pratique également l'enseignement à distance comme vous dans ce contexte-là. Et elle est également coordinatrice du Centre pédagogique pluridisciplinaire Métamo à Bruxelles. Et c'est notamment dans ce contexte qu'elle accompagne aussi des jeunes en situation de handicap. Alors, elle vous fera part aujourd'hui de quelques conseils, bonnes pratiques pour rendre son enseignement à distance plus inclusif, tout en essayant de montrer que finalement, le souci de rendre cet enseignement plus inclusif est bénéfique pour chacun des étudiants et pas seulement les étudiants à besoins spécifiques. Dans un deuxième temps, c'est un duo d'intervenantes de l'Université de Namur, Sandrine Vieillevoix et Valérie Watley. Sandrine qui est psychologue et qui est en charge de l'enseignement inclusif à l'UNAMUR et également la présidente de la Chambre de l'enseignement supérieur inclusif à l'UNAMUR, au pôle académique de Namur, pardon, et Valérie Watley qui est coordinatrice pédagogique dans le cadre du projet Punch à l'UNAMUR. Et donc à elles deux, elles vont finalement expliquer comment les aménagements qui étaient prévus dans les PAI des étudiants ont été transposés à distance, comment la communication s'est faite auprès des enseignants et sur base des résultats d'une enquête qu'elles ont menée en février 2021 auprès des étudiants à besoins spécifiques de l'UNAMUR, elles vous transmettront des bonnes pratiques pour les étudiants et pour les enseignants. À l'issue de chacune des présentations, un temps de questions-réponses et d'échanges par rapport aux présentations est prévu. Pour ça, on vous invite à poser vos questions dans le chat. Et Anne-Sophie Dewey, aujourd'hui, qui est membre des deux commissions qui co-organisent ce webinaire, se fera le relais de vos questions. Elle modérera le chat, prendra note des questions et les posera aux intervenants. Il me reste à adresser quelques petits remerciements. Merci à vous d'être présents pour ce 6e rendez-vous. Un tout grand merci, encore plus pour cette dernière de l'année académique, aux membres du groupe de travail issus des différents établissements du pôle qui ont travaillé à la préparation de ces webinaires. Vous voyez leur nom apparaître. Et puis un tout grand merci aux 3 intervenantes du jour.
Je vais maintenant laisser la place à Perrine Bigot et je vous souhaite un bon webinaire. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, le thème, rendre son enseignement à distance plus inclusif. Déjà, merci à vous tous et à vous toutes. Et surtout, merci au Pôle académique et à Nathalie et à toute l'équipe d'avoir organisé ce moment de partage. On va pas avoir beaucoup de temps. Alors, en quelques mots, qui je suis. Donc, je m'appelle Perrine Bigot. Donc, je suis spécialisée en orthopédagogie. Ça fait maintenant 9 ans que je suis en Belgique. Je suis française à la base. Je suis très sympa, hein, je viens de Normandie plus exactement. Et voilà, et j'aime beaucoup la Belgique parce que je trouve qu'il se passe beaucoup de choses, notamment en termes d'enseignement inclusif. J'accompagne des enfants en individuel, en séance individuelle, notamment des enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Et je donne des formations dans les écoles pour les enseignants sur le thème des aménagements raisonnables, sur comment mettre en place des PIA, etc. Et je suis aussi donc coordinatrice de ce centre. Donc, je suis ici aujourd'hui. Si un jour vous avez l'occasion de venir, on a un très très chouette centre. On organise des ateliers pour les enfants, mais aussi pour les enseignants, pour les parents. Et je suis aussi formatrice pour un outil qui s'appelle les Octophones. J'ai oublié en effet de redire que ça y est, depuis pas longtemps, j'enseigne pour les futurs enseignants, enfin pour les futurs orthopédagogues, la spécialisation d'orthopédagogie à Condorcet-Mons. Je suis ravie. Alors, justement, je vais avoir 20 minutes pour vous partager des idées. Et puis, on aura 10 minutes de questions-réponses. Donc, pour partager avec vous des idées en 20 minutes, j'ai décidé de vous partager 4 clés. 4 clés, 4 en tout cas pistes de pratiques que je mets en place dans le cadre d'enseignement à distance que j'ai fait auprès des étudiants que j'accompagne, et des pratiques qui, je trouve, fonctionnent bien et donc pourraient peut-être vous aider. Alors, quand on parle de pratiques inclusives, c'était un petit peu la difficulté, parce que j'ai demandé à Nathalie, mais quel type de public, parce que ça peut être très, très large. Et donc, moi, j'ai décidé d'inclure tout le monde. Alors, je voudrais du coup vous présenter ce premier outil qui vient de Catherine Vanham. Si vous ne la connaissez pas, surtout courez à ses prochaines formations. Elle est logopède spécialisée en logico-mathématiques et en gestion mentale. C'est pour moi la référence en Belgique en termes de gestion mentale et de métacognition. Alors j'ai toujours un cerveau avec moi. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience de comment fonctionne l'apprenant. Et donc Catherine Vanham va d'ailleurs sortir un livre qui va s'appeler « Dis-moi comment apprendre ». Je vous invite à tout de suite le précommander. « Dis-moi comment apprendre » aux éditions Mardaga, je crois. Et donc cet outil, c'est quoi? En fait, il y a des enfants ou des jeunes, je vais plutôt vous travailler plutôt avec des étudiants, donc des étudiants Astérix et des étudiants Obélix. Alors, il n'y en a pas qui sont plus intelligents que d'autres, il n'y en a pas qui sont mieux que d'autres, mais il y en a qui sont tombés dans la soupe scolaire depuis qu'ils sont tout petits. Il y en a pour qui, ils n'ont pas de handicap, pas de troubles, etc. Et donc, pour qui, comme Obélix, ça fonctionne assez rapidement. Ils sont tombés dedans depuis petit. Et puis, il y a des étudiants Astérix. Les étudiants Astérix, ils ne sont pas, comme je vous l'ai dit, plus bêtes que les autres. Par contre, ils vont avoir besoin d'une potion magique. Et cette potion magique, c'est donc... alors, on pourrait l'appeler les aménagements raisonnables, on pourrait l'appeler aussi tout ce qui est métacognition, gestion mentale. En tout cas, ils vont avoir besoin d'un petit plus dont les 2 personnes après moi vous parleront. Et donc, moi, j'ai décidé de se dire que la potion magique qu'on peut apporter à ces jeunes à besoins spécifiques, à ces étudiants, en fait, ça peut aider tout le monde. Et donc là, c'est l'idée de ces 4 clés que je vais vous partager pendant 20 minutes. C'est des clés qui vont en fait au-delà du handicap. Donc, je ne vais pas vous parler de handicap, je ne vais pas vous parler de besoins spécifiques. Je vais vraiment vous présenter 4 pistes pour que, en tout cas, un enseignement à distance soit, selon moi, positif, ludique et participatif. Première clé. C'est comme ça que je commence toutes mes sessions en distanciel. Et donc, je vais vous faire vivre ce que je fais vivre à tous mes étudiants et à tous les enseignants, parce que je donne des formations pour les enseignants à distance. Et donc, ça va être la technique du vrai-faux. On va faire le jeu du vrai-faux et Nathalie va vous mettre en petits groupes. Juste avant, je vous explique le principe. Et puis après, vous serez transportés dans des petits groupes par 3 ou 4 maximum. Alors, le jeu du vrai-faux, il est simple. Je vais vous donner 2 informations sur ce que j'ai fait hier soir. Vous allez devoir deviner ce qui est vrai, ce qui est faux. D'accord? Non, on va dire sur ce que j'ai fait ce matin. Tiens, très intéressant.
Alors, vous allez devoir utiliser le chat, du coup, pour dire ce que vous pensez qui est vrai, d'accord? Donc, préparez-vous déjà. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec le chat. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez votre petite souris, vous allez en bas et normalement, vous avez une barre de pictogrammes. Et sur cette barre, il y a un petit phylactère, une petite bulle où c'est écrit « Converser » ou « Discussion ». Et donc, dedans, vous pourrez écrire. Donc, est-ce que ce matin, j'ai travaillé ici à Métamo pour construire une nouvelle formation? Ou alors, est-ce que ce matin, j'ai pris un petit-déj avec mon amoureux sur une terrasse pour fêter l'ouverture des terrasses? Alors, 1, 1, 1, 1. Il y a beaucoup de 1. Ah non, il y a des 2 aussi. Petit-déj. Eh bien, là j'aurais adoré prendre un petit-déj sur une terrasse avec mon amoureux, mais non, j'ai travaillé ce matin à Métamo. Donc voilà. Alors, vous avez compris ce jeu du vrai-faux qui est très simple. Maintenant, je vais vous inviter à le pratiquer. Donc, vous allez y jouer par petits groupes. Donc, Nathalie, j'ai besoin de toi pour créer les groupes. Donc, c'est OK. C'est Vous allez prêt. transformer. Alors, avant de vous envoyer, est-ce que Anne-Sophie? Oui, j'ai rien compris de ce qu'elle a dit, la dame. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu pourrais reformuler la consigne? Oui, tout à fait. Donc, si je ne me trompe pas, hein, Perrine, nous allons être répartis par petits groupes et nous allons devoir jouer au jeu du vrai-faux. Et donc, j'imagine que dans le groupe, une personne va envisager 2 situations et que les autres vont devoir dire si laquelle est vraie et laquelle est fausse. Voilà, sur ce que vous avez fait ce matin. D'accord? Donc, l'idée, si vous êtes 3, c'est que les 3 puissent participer. Je vais vous laisser 3 minutes dans chaque groupe, enfin, dans votre groupe. OK? Et je reste là s'il y a des questions. Quel est l'intérêt de ce jeu? Alors, pour moi, c'est l'idée de faire un icebreaker avec les étudiants. S'échanger aussi entre eux pour commencer. Et on est déjà, en fait, dans un outil métacognitif de métacognition. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour faire ce jeu du vrai-faux, il faut en même temps chercher dans ce qu'on a fait, par exemple, ce matin. Alors, souvent, moi, je fais le vrai-faux sur la session d'avant. Qu'est-ce qu'on a fait la session d'avant? Qu'est-ce qui est vrai? Une chose vraie, une chose fausse? Et donc, ça les amène déjà à aller chercher dans leur grand tiroir de la mémoire à long terme. Et puis, en même temps, sur ce qui est faux, eh ben, pour trouver ce qui est faux, il faut aller inventer, imaginer quelque chose. Et donc, dans leurs cours de pédagogie, dans tout ce qui est une taxonomie de Bloom, si on se rappelle cette magnifique pyramide de taxonomie de Bloom, le degré de complexité d'une tâche intellectuelle, le plus haut de sa pyramide, c'est bien créer, imaginer. Et donc, le fait d'imaginer quelque chose, mais en même temps que ce soit plausible. Vous n'avez pas dit tout à l'heure, enfin, ce matin, j'ai vu un éléphant rose voler. Vous avez dû trouver quelque chose qui est plausible. Donc, ça requiert aussi, au niveau cognitif, des choses assez intéressantes. Et donc, cette première clé, en tout cas, que je propose de faire de ce vrai-faux, c'est aussi de vous mettre en sous-groupe. Ça a été vraiment voilà, moi, j'utilise beaucoup le sous-groupe en distanciel parce que ça permet en même temps, là, ici, de faire des groupes, évidemment, que je ne connais pas, donc mixtes. Et après, je peux très bien décider de mettre une personne qui est plus en difficulté sur un sujet. Si, par exemple, je sais que Anne-Sophie a plus de difficultés, je pourrais la mettre avec Nathalie si je sais que Nathalie, elle y arrive beaucoup plus. Et comme ça, je vais pouvoir les mettre ensemble. Ou vice-versa, je peux décider de mettre un petit groupe de personnes plus en difficulté et moi, avec Zoom, je peux rentrer dans leur groupe et beaucoup plus aller les aider pendant que tous les autres groupes sont en autonomie. Donc, pour moi, c'est vraiment l'outil Zoom avec les sous-groupes. C'est vraiment un outil de différenciation par rapport aux besoins spécifiques. Deuxième petite clé, va vite, on n'a que 20 minutes. Eh bien, c'est de mettre en mouvement. Alors, je vais vous proposer, chacune et chacun, de vous mettre debout et le plus rapidement possible. Vous allez devoir aller chercher quelque chose de rose. Ah, ben moi j'ai... Alors, il y a des post-it roses. Oui, il y a une agrafeuse. Ah oui, non, ok. Une fard de rose. Très bien. Une rose Inès, que tu as reçue peut-être pour la fête des mères hier. Un fluo rose pour Martine. Sandrine, c'est un chouchou, je crois. Ouais, une fard, très bien. Léonie, c'est une... Ah, ok, une petite sacoche. Et Cathy, un bic rose. Une écharpe pour Caroline. Ok. Alors, je vois pas tout le monde excellent. Vous pouvez regarder, tout le monde a des gels douche, des crèmes, un petit pull d'enfant. Génial. Merci. Alors maintenant, vous pouvez reposer votre objet. Vous allez pouvoir vous lever et aller chercher quelque chose qui contient le son. Chut. Le son. Chut. Ah, un chien. Oui, pour Inès, le chien.
Une écharpe pour Cathy, c'est ça. Du chocolat Côte d'Or pour Léonie. Des mouchoirs. Une chaise pour Nathalie. Françoise, c'est un chien, j'imagine, en... N'hésitez pas à activer. Une chaussure pour certains. Une chaussette, génial. Ok. Et dernière chose, je vais vous proposer de vous lever. Ah, du champagne. Quelqu'un a quand même rapporté du champagne. Hein. Et bonjour Stéphanie, pardon, je connais Stéphanie. Bonjour, il y a des têtes que je connais, c'est rigolo. Ok, dernière chose, je vais vous proposer de vous lever et d'aller chercher quelque chose de cylindrique. C'est parti. Et oui, la gourde, évidemment, Marie Lalou. Un verre, une trousse, du pâté, une tasse. Ok, personne n'a pris son sextoy? Ah non. Ok, très bien. Donc voilà, alors... Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir joué le jeu. Évidemment, l'idée, c'est de se mettre en mouvement. On est beaucoup trop devant les écrans, on est beaucoup trop, etc. Donc, en même temps, le mouvement pour apporter de l'oxygène au cerveau, pour apporter aussi un petit peu de dynamisme. Moi, je fais souvent ça après une pause, par exemple, ou avant une pause, ou à un moment donné, quand il y a de la théorie, et pour faire un petit peu une coupure. C'est ce que j'appelle des TRA, des techniques de relance attentionnelle. C'est un mot que j'ai inventé. Je crois pas que théoriquement, je pense pas qu'il y ait voilà, c'est pas un mot qui d'origine théorique, mais en tout cas, ce que j'appelle les techniques de relance attentionnelle pour relancer l'attention, en tout cas des étudiants et des personnes qui sont face à nous lorsque on intervient en distanciel. Alors, je voulais aussi vous montrer qu'on peut tout à fait développer des compétences tout en faisant ce jeu. Alors là, je vous ai proposé une couleur, un son. Je vous ai proposé aussi un mot plus complexe, un cylindre, mais on pourrait tout à fait aussi, si vous travaillez sur certaines notions, ça pourrait être aller chercher quelque chose qui vous représente. Un objet qui vous représente, si vous deviez choisir un objet. Et donc, ça peut être en première session aussi, quand les personnes ne se connaissent pas, ça pourrait être aussi intéressant de faire un peu un icebreaker pour apprendre à se connaître. Ça pourrait être aussi par rapport à aller chercher un objet qui, selon vous, représente ce qu'est l'inférence. Hein, je pense si on travaille, par exemple, si je suis prof et que je travaille sur la lecture, beaucoup d'inférences dans la lecture, aussi dans le langage. Et donc, ça veut dire quoi l'inférence? Je peux donner une définition, mais si je devais trouver un objet. Donc voilà, de mettre en mouvement, ça c'était la deuxième clé. Si vous ne connaissez pas ce bouquin, je vous le conseille, ça s'appelle 3 minutes pour susciter l'intérêt des élèves. C'est un super ouvrage, je trouve, pour donner vraiment des idées d'activités qui durent moins de 3 minutes pour vraiment initier dans les fonctions exécutives ce qu'on appelle l'activation, le démarrage, pour activer le démarrage et notamment de stimuler l'attention de tous les élèves. Alors, évidemment, par rapport aux besoins spécifiques et à l'esprit inclusif, en fait, on prend en compte tous ceux qui ont un TDAH, donc un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, pour qui rester concentré sur une tâche, c'est extrêmement lourd. Et donc, voilà, et donc ça permet aussi à tout le monde de reconnecter son cerveau. Troisième mot-clé, troisième petite piste que je vous propose, alors, c'est de donner des défis, des missions entre chaque session à vos jeunes. Et moi, je trouve que ça fonctionne très, très bien. J'ai donné donc j'ai fait 4 interventions avec des jeunes et entre chaque session, ils avaient une mission à faire. Ils avaient un défi. Évidemment, en lien avec la thématique que moi, je faisais. Donc moi, la session que je donnais, c'était sur les outils et la posture en orthopédagogie. Voilà, mais si vous donnez un tout autre thème, ça peut être développer la grammaire chez les enfants de 8-9 ans. Pour le côté inclusif, ce que je proposais, c'est une sorte de non-choix. Parce qu'en fait, un choix, mais un non-choix dans le sens où je vous propose de faire la mission et je donnais 2 missions différentes. Soit, par exemple, je leur proposais une analyse de cas, donc ils devaient essayer de trouver des solutions par rapport à l'analyse de cas, et je leur donnais 2 analyses de cas différentes. Une qui se portait sur accompagner un enfant, une autre par rapport à un enseignant. Et donc là, vous pouvez aussi différencier. Alors, soit, si on reprend la taxonomie de Bloom, soit par
une mission qui serait avec une compétence en tout cas différente, peut-être soit de créer déjà quelque chose, pour d'autres ça pourrait être de restituer. Et donc là, vous pouvez déjà vraiment jouer sur cette différenciation par rapport notamment à la taxonomie de Bloom. Et donc ça, je trouve que les missions, c'est vraiment un très bel outil de différenciation par rapport au niveau de chaque jeune et aux possibilités. Je peux aussi, évidemment, et c'est ce que j'ai fait avec tous les étudiants que j'avais, je leur proposais une carte blanche sur le support. C'est-à-dire que la mission, ils devaient la faire, mais ils pouvaient choisir. Soit ils le faisaient en mind map, soit ils le faisaient en version Word, soit ils le faisaient en vidéo et ils m'envoyaient la vidéo. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Je le rajouterai du coup dans le PowerPoint, parce que Nathalie, je t'enverrai le PowerPoint que tu pourras transmettre à tout le monde. Donc je le rajouterai, d'aussi différencier évidemment le support, la manière de réaliser la mission. Et donc là, l'idée, c'était vraiment à chaque fois de les mettre, êtes-vous prêt à relever le défi, de les mettre en action entre chaque session. Parce que sinon, je trouve que voilà, ils vont avoir un cours avec Madame Anne-Sophie, Madame, etc. Et donc l'idée, c'était de faire réactiver tout ça. Et la quatrième clé, c'est de proposer une fleur de réactivation. Alors, en métacognition, en gestion mentale, on parle de convoquer les évoquer, d'aller rechercher de quoi je me souviens. Or, on sait que les jeunes à besoins spécifiques ont beaucoup de mal à transférer, ont beaucoup de mal aussi à mémoriser. Problème de mémoire à long terme, aussi de mémoire de travail, etc. Et donc, je vous invite à faire cette fleur de réactivation, même si là, on n'a pas eu beaucoup de temps ensemble. Je vous invite à mettre sur votre feuille, si vous avez de quoi noter, vous mettez au milieu ce que je retiens. Donc, vous mettez intervention Perrine Bigot, par exemple. Et je vous invite déjà là à mettre dans chaque pétale une chose dont vous vous souvenez de ce qu'on a fait depuis même pas 20 minutes. Alors, il n'y aura peut-être pas plein de choses, mais déjà une chose. Ça peut être un ressenti, ça peut être quelque chose que je vous ai dit, ça peut être une idée, ça peut être un mot que moi j'ai donné. Et alors souvent, je laisse un temps individuel de réactivation. Et puis, quand j'ai plus que 20 minutes, évidemment, je les mets en petits groupes pour partager leur réactivation. Et ensuite, troisième étape, on fait un débriefing collectif. Alors là, je vous propose de switcher le petit groupe. On va passer à un débriefing collectif. J'aimerais juste vous demander un petit peu, là déjà, une chose que vous avez mis dans votre fleur. Sandrine. Bonjour Sandrine. Vielvoy, c'est ça, enfin, je connais. Bonjour. Vielvoy, oui, bonjour. Parfait. Je vais vous tutoyer assez facilement si vous êtes OK. Je trouve que c'est plus agréable. Vas-y. Tu veux bien partager une chose que tu as mis sur ta... J'ai mis interactivité. Interactivité, super, merci. Anne-France, si vous ne voulez pas participer, vous me le dites, mais je vous invite à... Moi, j'ai mis défi, parce que vous avez proposé de donner aux étudiants des défis, des missions à relever entre un cours et un autre. Donc, j'ai trouvé ça chouette. Très bien, des défis. On va proposer un homme. Est-ce qu'il y a des hommes? Où sont les hommes? Il n'y a pas beaucoup d'hommes, hein? J'en ai vu tout à l'heure quand même. Il y a mon patron, il s'appelle Laurent. Ton patron, Laurent, bonjour, où es-tu, Laurent? En fait, ils ont désactivé leur micro, leur vidéo, les hommes. Non, je suis là. Ah, Laurent, ça y est, je te vois, Laurent. Alors, qu'est-ce que tu as mis dans ta fleur? J'ai mis 3 minutes pour susciter l'intérêt des élèves. Très bien. Martine, qu'as-tu mis dans ta fleur? J'ai mis réactiver l'attention. Je trouve ça important par le mouvement voilà. Tout à fait. Alors, Caroline, est-ce que tu pourrais dire comment j'appelle ça quand on recaptive l'attention? Comment j'appelle ça? Tu te souviens? Si Caroline ne s'en souvient pas, on l'aidera. Les techniques de relance attentionnelle. Très bien, les TRA, tout à fait. Allez, on va demander un autre partage. Peut-être Brigitte? Moi, j'ai noté énergie parce que c'est ce que vous dégagez. Et c'est important aussi, me semble-t-il. Exactement. Moi, je donne 1000% de mon énergie de manière générale dans les formations que je propose en présentiel. Et en distanciel, j'essaie d'en donner encore plus, encore 2000. Alors ça, la petite technique aussi que je fais, c'est-à-dire que je ne vous dis pas, mais voilà, au fur et à mesure, je dis Caroline, donc vous ne savez pas si vous allez être entre guillemets interrogé. Ça, c'est aussi une technique pour aussi regarder l'attention des élèves. Alors là, il y en a certains qui n'ont pas les vidéos. Donc par exemple, je vais dire Sophie qui n'a pas la vidéo. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu pourrais activer ton micro? Voilà, donc je vais faire ça. Oui.
gens qui peut-être auraient tendance à se cacher. Alors, il y a peut-être une idée technique parce qu'elle n'a peut-être pas la caméra, ou il y a peut-être aussi des gens qui sont en train de faire autre chose, etc. Donc, ça me permet, sans vraiment contrôler, mais voilà, de dire que voilà, même si vous n'avez pas la vidéo, voilà, vous êtes là, je ne vous oublie pas. Sophie Moreau. Je crois que Oui, Marceau. j'ai Sophie répondu. Marceau. Sophie Marceau. Moreau, Oui. pardon. Une chose que tu as mis sur ta fleur? Mais j'avais mis, pour moi, ce qui était vraiment important aussi, c'était le mouvement. Vu que toute la journée, on reste derrière le PC, ça permet peut-être de recaptiver les étudiants aussi. Super, très bien. Eh ben, merci, Sophie. Alors voilà, je crois que j'arrive au bout. J'ai essayé d'être en Nathalie, je pense. J'ai essayé d'être la plus brève possible. Oui. On a passé 20 minutes en tout cas et j'ai essayé de le structurer avec 4 clés. J'aurais pu vous en donner 10 millions d'autres, hein, évidemment. Mais de mon expérience, en tout cas, c'est des choses que je mets en place qui ont fonctionné avec les étudiants que j'accompagne en distanciel, à besoins spécifiques ou non. Et donc, je vous propose 10 minutes de questions-réponses. Sur le PowerPoint, vous aurez tous mes coordonnées si vous voulez rester en contact. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux professionnellement. Donc, je partage beaucoup de choses sur la pédagogie, sur l'éducation, etc., sur des formations aussi. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. D'ailleurs, si vous avez des enseignants qui souhaitent mettre plus de pédagogie, de nature dans leur pédagogie, on propose un week-end pour apprendre naturellement, pour mettre plus de pédagogie, de nature dans la pédagogie. Et tout nouveau projet, je propose un laboratoire pédagogique pour les enseignants cet été, les 6 et 7 juillet, avec Daniel Hénuzet, qui est, avec Catherine Vanham, ma deuxième muse, la deuxième personne que j'admire dans l'éducation. Voilà, 10 minutes de questions-réponses, je suis là pour vous. Perrine. Plein d'énergie, effectivement, super. Anne-Sophie, je te laisse voir. Oui, écoute, dans le chat, il n'y a pas énormément de questions. Il y avait une question concernant le livre que tu proposais, Perrine. Oui. Je me suis permise de donner les informations. Donc, 3 minutes pour susciter l'intérêt des élèves, plus de 100 activités pour favoriser l'apprentissage de Cathy Patterson aux éditions La Chenelière. Je vérifie si je n'en ai pas oublié une. Non, voilà, il y a une personne qui rajoute aussi que dans sa fleur de réactivation, elle a mis interroger les étudiants par leur nom plutôt que toujours laisser les mêmes parler. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Donc voilà, d'autres pointent l'humour pour susciter l'attention. Tu l'utilises beaucoup, je le sais parce que j'ai suivi pas mal de tes formations. Et c'est vrai que ça garde les gens en alerte. Donc voilà, le dynamisme, je vois l'aspect ludique. Oui, et je reviens sur, donc c'est Anne-France qui a dit en effet interroger les étudiants par leur nom plutôt que toujours laisser les mêmes parler. En effet, et ça vous l'avez de toute façon dans tous les groupes. 3 personnes, 4 personnes qui vont être là tout le temps et qui vont avoir envie de répondre. Et du coup, comment faire pour intégrer les autres? Moi, je trouve qu'il faut qu'on trouve des solutions. En tout cas, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est vraiment de faire plic-plac-ploc. Et comme ça, tout le monde, en fait, doit se préparer. Et la deuxième solution que j'ai trouvée, je vous en ai parlé, mais peut-être pas assez, donc je me permets de le réexpliquer. C'est que tout à l'heure, je vous ai proposé pour la fleur de réactivation de la faire vous-même dans votre tête. Et puis ensuite, normalement, en petit groupe ou en tout cas en débriefing en grand groupe. Pourquoi? Parce que trop souvent, dans l'éducation de manière générale, et aussi dans les hautes écoles, je le sais, on met les étudiants en groupe. Allez-y, travaillent en groupe. Ils doivent bosser en groupe. Mais en fait, si on se met en groupe, admettons, je suis avec Nathalie, Anne-Sophie, et puis voilà, et que moi, par exemple, je suis la grande gueule du groupe, c'est-à-dire celle qui va prendre beaucoup de place. Alors, moi, j'ai une super idée, Nathalie et Anne-Sophie, et moi, je pense qu'on pourrait faire ça, ça, ça et ça. Comment vont réagir Anne-Sophie et Nathalie? Très bonne idée. Ouais, ok. Et donc, le fait et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dans un bouquin, moi, je le pensais intrinsèquement, mais j'ai lu un super chouette bouquin, c'est Nathalie Francol, qui est enseignante et formatrice maintenant, et psychothérapeute. Et elle a écrit un bouquin pour les enseignants. J'essaierai de trouver la référence et de vous la redonner dans le PowerPoint. Et elle parle vraiment de l'importance d'un début individuel et d'une fin individuelle pour tout groupe, pour tout moment de travail en groupe. Et je trouve que malheureusement, ce n'est pas assez fait. Donc en tout cas, une chose pour permettre aussi à chacun d'être obligé d'aller dans sa tête et d'être obligé d'aller chercher des choses, c'est de leur laisser la possibilité d'être seul dans leur tête avant de les mettre en collectif. Tu sais redire le nom de l'auteur, Perrine? Je crois que c'est Nathalie Francol. Je vais essayer de regarder en même temps. Je vais retrouver. Je vous laisse si vous avez des questions en attendant. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la petite main.
que vous avez dans le fond donc, de votre écran, dans les réactions, ou de faire un petit coucou et j'essaye d'être la plus attentive possible et de vous donner la parole. Ouais, ça y est, j'ai retrouvé. Ça s'appelle Prof et élèves apprendre ensemble. Je vous mets le lien. Sophie, il y a 2 mains levées. Anne-France et Catherine. Mon micro s'est coupé. Ah, voilà. Voilà, Anne-France, oui, vous pouvez sans souci vous exprimer. Oui, donc c'est moi effectivement qui ai vraiment pris cette idée d'interroger mes étudiants parce que moi je suis avec un public adulte, hein, je donne cours en cadet à l'UNAMUR, donc déjà bon, il se fait que dans mon groupe, je n'ai pas d'étudiants, en tout cas cette année, à besoins spécifiques, mais je coince toujours sur, alors l'humour je fais, je les titille, réagissent et tout ça, mais effectivement j'ai toujours sur les 20 ou 25 qui sont là, j'en ai toujours 3 ou 4 qui parlent et puis c'est toujours les mêmes, donc ça je retiens pour l'année prochaine puisque mon cours se termine, donc ce sera plutôt pour l'année prochaine. Mais j'ai aussi une question, et c'est moi qui ai posé la question tout à l'heure de la caméra, parce que moi, je suis très frustrée quand je donne mes cours de voir que des noms, enfin des initiales. Et j'ai déjà plusieurs fois fait la remarque expliquer que moi, ça me mettait mal à l'aise et que ce n'était pas agréable pour donner cours. Et je ne sais pas si tu as des trucs à ce niveau-là pour susciter, et je n'ai pas non plus envie d'être dans l'obligation, la prof a demandé, donc il faut le faire. Donc, est-ce que tu as des trucs pour susciter le fait d'être plus à l'aise pour mettre sa caméra? Alors, c'est peut-être un peu hors sujet. Non, pour moi, ce n'est pas du tout hors sujet. En tout cas, c'est une condition pour que je puisse faire la séance. C'est qu'en fait, moi, j'estime que c'est une obligation. Alors, or, évidemment, c'est ce que je vous ai dit, je vous ai dit or, et là, c'est vrai que comme Nathalie avait commencé, j'ai peut-être pas reprécisé, mais souvent, quand je commence je vous demande d'activer votre vidéo. Et je dis, sauf si vraiment vous êtes sur un appareil qui n'a pas de caméra, tout à fait, je peux le comprendre, ou sauf si vous êtes en train d'allaiter, parce que, voilà. Et dans ces cas-là, je dis ça, oui, mais sinon, vraiment, je vous demande d'activer votre caméra. Donc là, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas activé leur caméra. Si vous étiez mes étudiants, en tout cas, j'irai peut-être vers chacun, par exemple, vers chacun d'entre vous, entre chaque session, pour vous dire, voilà, est-ce que c'est un problème technique ou pas, voilà. Et en tout cas, pour moi, je le mets en condition. Et évidemment, pourquoi. Oui, ben c'est ça. Mais donc, effectivement, ce sera à faire l'année. S'il y a encore malheureusement du distanciel l'année prochaine, ce sera à faire l'année prochaine, dès le début de cours, de mettre ça dans les prérequis de mon cours, d'expliquer pourquoi, le temps de l'expliquer, mais de dire que moi, si vous voulez pas être là avec votre caméra et en interaction, ben vous écouterez les enregistrements parce que finalement, moi, j'ai besoin de cette interaction aussi pour vous donner un cours de qualité. Et voilà. Exactement. Donc voilà, moi, en tout cas, c'est le cadre que je propose. Donc, je suis très bienveillante, etc. Mais en tout cas, c'est un cadre, ouais. Tout à fait. Merci beaucoup. De rien. Catherine a une question et après, on sera obligé d'interrompre cette discussion, malheureusement, Perrine, pour passer aux intervenants suivants. Catherine, on t'écoute. Oui, merci beaucoup. C'était super intéressant et effectivement que des bonnes idées à appliquer. En fonction de, je reviens sur vos défis que vous donnez en deux séances. Je trouve ça sympa et j'utilise aussi pas mal. Mais est-ce que vous avez quelque chose pour les inciter à faire ces défis? Est-ce qu'il y a un contrôle du défi qui est fait la fois après ou comment ça se passe? Alors là, c'était ma première expérience en tant que prof, en tant que, des étudiants dans le cadre d'un cursus. Et d'ailleurs, moi, j'avais demandé est-ce qu'il y avait une évaluation qui devait être cotée ou pas. Dans le cadre du module de formation que je donnais, il n'y avait pas une évaluation obligatoire. Donc, je pense que ça dépend des modalités de votre cours. En tout cas, dans la mienne, il n'y avait pas une évaluation obligatoire. Donc, je ne pouvais pas obliger les élèves à le faire. Et je ne les obligeais pas. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, comme moi, je faisais tout un travail, en fait, je leur demandais de m'envoyer par mail leur travail. Et du coup, moi, je prenais leur travail et je l'intégrais dans le PowerPoint. Et je mettais leur nom par respect et puis pour qu'ils puissent collaborer. Et en fait, je valorisais le travail de chaque élève qui avait participé. Et en fait, via ça, j'utilise en fait les techniques de psychologie positive où je vais valoriser le travail de certains. Et d'ailleurs, comme je faisais un retour sur ce travail-là, ils se disaient « Ah, mais c'est chouette parce que c'est chouette d'avoir un retour sur son propre travail, etc. » Et donc, en fait, je voyais que d'une session à une autre, il y avait de plus en plus de personnes qui faisaient le défi. Okay. Donc voilà, en tout cas, comme moi, je n'avais pas cette obligation d'évaluation, c'était top. Évidemment, si j'avais une obligation d'évaluation, alors je pense que je les aurais obligés à faire des défis. Et par exemple, si j'ai 5 séances, ils ont 4 défis à faire. Et si les 4 ne sont pas... Enfin voilà, et si les 4
c'est ça la note globale. Et je trouve d'ailleurs très intéressant, beaucoup plus pertinent qu'une évaluation finale cotée avec un QCM, par exemple, selon moi. Avec pénalité et temps, et temps contrôlé et points négatifs. Voilà, mille merci en tout cas, Perrine. Merci beaucoup. Et je pense qu'on peut passer aux deux intervenantes suivantes. Encore un grand merci, Perrine. Je vais rester du coup pour écouter les deux autres intervenantes. On va laisser la place à Sandrine Vieillevoix et Valérie Watley. Super, Sandrine a déjà partagé son écran. Nous allons... Merci de nous donner la parole, Nathalie. Merci, Perrine, pour cette mise en situation, ces petits jeux. Ici, donc Sandrine Vieillevoix, qui travaille au service d'accompagnement des étudiants en situation de handicap, et moi-même donc, de l'équipe Punch, donc l'équipe pédagogique de Namur. Nous avons évalué à distance le vécu des étudiants à besoins spécifiques. Et pour cela, pour vous présenter... en arrière, Sandrine. Voilà, donc la présentation va s'organiser selon trois choses. Donc, on va d'abord vous montrer un peu la mise à distance des examens pour les étudiants à besoins spécifiques. Ensuite, nous vous ferons part de ce qu'ils en disent. Nous avons mené une enquête en février 2021. Et puis, nous tirerons quelques conclusions, donc sous forme de conseils pour les enseignants et pour les étudiants. Voilà, alors au niveau de la mise à distance des étudiants à besoins spécifiques, eh bien, en avril 2020, donc il y a un petit peu plus d'1 an, donc du jour au lendemain, sur peu de temps, donc on a dû faire passer la toute grande majorité des évaluations, ce n'est pas toutes les évaluations, à distance. Donc il y a plusieurs questions qui se sont posées. Donc quels sont les aménagements raisonnables qui étaient mis en place pour les examens en présentiel et quels étaient ceux qui allaient devoir être aménagés pour les évaluations à distance? Fallait-il maintenir ces aménagements-là à distance? Si oui, comment les transposer à distance? Quelles informations devait-on transmettre aux enseignants par rapport à tout ça? Parce que c'était pas évident non plus. Et quelles informations fallait-il transmettre aux étudiants? Donc, pour répondre à toutes ces questions, nous avons travaillé en collaboration en fonction des atouts de chacun. Donc, tout d'abord, le service d'accompagnement des étudiants en situation de handicap, la cellule TIS qui est responsable de la plateforme de cours de l'UNAMUR et l'équipe Punch dont je fais partie pour tout ce qui est aspect plus pédagogique. Alors, autour de toutes ces questions, mais qu'est-ce que nous avons fait? On a repris chaque aménagement qui était dans les PAI des étudiants, donc les aménagements individuels pour les étudiants en BS. On a bénéficié d'un document qui avait été rédigé par des recommandations qui avaient été rédigées en concertation avec les services d'accompagnement des différentes universités. Donc, on a réexpliqué l'origine de l'aménagement. On a justifié ou réexpliqué le maintien des aménagements s'ils devaient ou non être maintenus à distance, et alors donner des indications sur les adaptations possibles. Sur cette base-là, donc c'était un premier document, sur cette base-là, après, on a rédigé des tutoriels ou alors on a posé plusieurs questions pour lesquelles des questions fréquentes, des questions fréquemment posées, et on y répondait donc pour les enseignants et également pour les étudiants. Tous ces tutoriels et toutes ces informations, on les a transmises sur la plateforme de cours de l'université, via des séances d'information, et puis on avait un contact plus privilégié avec les responsables, les responsables des étudiants en besoins spécifiques, les responsables facultaires des étudiants en besoins spécifiques. Alors, lors de la session d'examen, donc les enseignants avaient dû signaler quand ils avaient un étudiant et quels outils ils utilisaient. Si dans leur groupe, ils avaient des étudiants à besoins spécifiques, donc les aménagements dont les étudiants bénéficiaient. Et pour chaque examen, on passait derrière les examens pour voir si les aménagements, à la demande des enseignants, on repassait en revue les examens pour voir si les aménagements étaient
bien réalisé, s'il n'y avait pas des erreurs d'encodage, parce que ça, c'était assez compliqué. Et donc, on rassurait les enseignants. Donc, on a reçu beaucoup d'enseignants qui nous remerciaient parce que ça les sécurisait le fait qu'on puisse revoir après le paramétrage des examens. Voilà, Sandrine, tu peux passer. Donc, voilà un petit peu, en gros, ce qui apparaissait. Donc, un des modes de communication, c'était transmettre toutes les informations via Web Campus. Donc, sur les réflexions sur les adaptations, donc l'explication des aménagements, les recommandations pour les évaluations à distance, des pistes plus générales, des pistes spécifiques à certains aménagements, par exemple le tiers-temps supplémentaire, qui est un aménagement qui était beaucoup plus spécifique et qui est très couru à l'Université de Namur. Hein, c'est un aménagement un des plus fréquents. Les points d'attention auxquels il fallait être attentif forcément sur les questionnaires adaptés. Puis, on expliquait comment paramétrer correctement. On était toujours à disposition des enseignants, mais pour ceux qui préféraient se débrouiller seuls, il y avait toutes des explications. Et puis alors, quelques questions fréquemment posées. Voilà, alors, qu'en disent les étudiants? Donc maintenant, on a le recul de 3 sessions. Et lors de cette 3e session, on a, Sandrine et moi, réalisé une enquête sur l'évaluation automatisée des étudiants à besoins spécifiques. L'enquête a été menée du 8 février au 10 mars, donc on leur a laissé 1 mois. On a envoyé un courriel à chaque étudiant à besoins spécifiques. Il y en a 125 à l'UNAMUR. Et ils étaient invités par un lien à réaliser une enquête avec Lime Survey. Et cette enquête était anonyme. Donc, on voyait qui avait répondu, mais on ne savait pas ce qu'ils avaient répondu. Donc, c'était vraiment anonymisé. Et sur les 125, on a eu un beau taux de participation. Donc là, on était vraiment contente. Ils ont vraiment participé. 98 ont répondu sur les 125. Et donc, vraiment, on a perçu une envie de vraiment répondre à ce questionnaire. On s'intéressait vraiment à leur vécu, donc ça a été vraiment apprécié. Alors, en gros, quelques premiers chiffres. Quelle année sont-ils inscrits principalement? Donc ici, le nombre, c'est 95 et 3, c'est le nombre d'étudiants que ça regroupe. Donc, la plupart, 90%, près de 90% sont en bloc 1. Ça, il faut le remettre en perspective. N'oublions pas que l'UNAMUR est pour certaines facultés une université incomplète. Donc, dans les facultés telles que le droit, faculté de médecine et faculté de philo et lettres, c'est incomplet. Donc, ça regroupe quand même un certain nombre d'étudiants. Ça peut expliquer une part du nombre d'étudiants beaucoup plus fort en bloc. Alors, par la suite, en gros, donc par faculté, il y a entre 4 et 22 étudiants par faculté qui ont répondu. Alors, ça fait peut-être un peu moins en faculté d'informatique, mais je tiens à signaler que c'est une des plus petites facultés. Donc, il y a nettement moins d'étudiants dans cette faculté-là. Donc, c'est normal qu'il y ait moins d'étudiants qui aient répondu parce qu'ils sont moins nombreux simplement. Alors, on leur a demandé s'ils disposaient de matériel informatique de qualité. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'une large majorité sont des étudiants. Une large majorité est satisfaite des conditions matérielles, donc au niveau informatique. Il faut dire aussi qu'on leur permettait, pour ceux qui n'étaient pas satisfaits de leur matériel, ils peuvent toujours faire une demande, mais c'est à eux à l'effectuer. Alors, au niveau de la qualité de leur environnement de travail, donc s'ils pouvaient être au calme et isolés, il y a 24 étudiants qui ne sont pas satisfaits ou seulement plus ou moins satisfaits de leurs conditions, pour 74 qui sont globalement satisfaits. Donc, il y a près d'un étudiant sur 4 qui ne sont pas satisfaits, donc c'est non négligeable, qui ne sont pas satisfaits de leur environnement de travail. Il y a un tout petit peu plus d'étudiants, mais c'est dans la même norme, là c'est encore un peu plus qu'1 sur 4, qui ne sont pas satisfaits de la qualité de leur connexion Internet, ce qui est problématique pour les examens à distance. Voilà, alors aussi le nombre d'examens qui ont été présentés lors de cette session de janvier 2021. En moyenne, il y avait 3 examens qui étaient passés en ligne pour une moyenne de 6 examens, donc à peu près un examen sur 2, même si ici c'est très caricatural, ce que l'on met. La réalité des étudiants est un peu différente. Alors, donc ici, une question ouverte. Donc, ils ont aussi répondu relativement massivement aux questions ouvertes, là, donc,
Quels sont, selon vous, les avantages des examens présentés en ligne par rapport aux examens en présentiel? Donc 67%, 67 étudiants sur les 98 ont rédigé une réponse en expliquant les avantages. Alors 19 signalaient qu'être chez eux et seuls, dans des conditions plus calmes et moins de perturbations, était un avantage pour eux. Un nombre non négligeable signalait être chez soi dans son environnement, son confort, avec son propre matériel était un des avantages. Aussi un nombre important signalait qu'éviter les déplacements, ça leur évitait de perdre du temps, du stress dû au déplacement, une facilité d'organisation. Et puis, ils ont parlé des risques sanitaires. Alors, suite à ça, donc, il faut remettre tout ça en perspective. Hein. Donc, un tiers des étudiants voient globalement des avantages à être chez eux. Attention, il faut remettre en perspective, un quart des étudiants sont insatisfaits, à plus ou moins insatisfaits de leur environnement et de leur connexion. Donc, il y a des avantages à être à distance, mais attention, il faut mettre en relation avec leur satisfaction de l'environnement et de la connexion. Donc, il faut vraiment nuancer. Ils parlent parfois d'avantages, ils citent un avantage, mais les avantages, il ne faudrait pas non plus aller conclure directement que ceux-là préfèrent des examens à distance que des examens en présentiel. Donc, c'est citer des avantages. Maintenant, leur préférence, c'est une autre réponse. Voilà la dia suivante. Donc, quels étaient les inconvénients? Donc là, il y a 70 étudiants, c'est globalement le même nombre qui a répondu, mais il y a beaucoup plus de choses qui sont dites. Hein. Ils ont un gros stress dû aux problèmes informatiques qui ne se révèlent pas toujours être présents, mais c'est le problème potentiel qui engendre du stress. Ils manquent de temps, ils n'ont pas l'habitude, le timing est serré, ils n'ont pas l'habitude d'écrire à l'ordinateur. Leur cadre de vie, parfois, n'est pas facile, hein. Il y en a 8 quand même qui le signalent. Travailler sur écran est plus difficile, ils ont beaucoup de QCM. Le tiers-temps supplémentaire n'est pas toujours géré de la même manière par les enseignants, donc avec des pauses, pas de pauses. Enfin, les pauses ne sont pas toujours respectées pour les EBS. Alors, les dispositifs anti-triche, ils les trouvent pénalisants et ils trouvent que les soupçons sont pesants et que parfois la surveillance de l'examen est vraiment bruyante. Voilà ce qui était des avantages et des inconvénients. Sandrine, je te passe la parole pour la suite. Oui, vous m'entendez bien? Parfait. Alors, donc la question suivante était en lien avec votre situation de handicap. Qu'est-ce qui vous a mis en difficulté pour les examens en ligne? Donc voilà, comme on l'a vu déjà à la question précédente, il y a quand même pas mal d'étudiants, 29, qui pointent la question de la durée des examens, du manque de temps, de la difficulté à gérer le temps. Donc, ce que les étudiants disent, c'est qu'ils ont l'impression qu'en distanciel, pour éviter la triche, qui est une réalité, les professeurs ont pas mal diminué le temps de passation d'un examen et donc ce qui peut les mettre vraiment en difficulté pour gérer le temps de réponse à leur examen. Alors, ils pointent aussi le format du questionnaire, pas toujours une possibilité d'agrandir. Voilà, que ça peut être un aménagement pourtant pour les étudiants à besoins spécifiques. La difficulté aussi d'être sur un format qui n'est pas un format papier, donc avec un temps de lecture parfois plus long pour les questions et une non-possibilité aussi d'annoter ou de surligner. Et c'est vrai que pour des étudiants à besoins spécifiques et en particulier pour des étudiants avec des troubles d'apprentissage, voilà, c'est particulièrement important. Enfin, ce sont des stratégies qu'ils ont parfois développées depuis de nombreuses années de surligner les éléments importants d'une question pour ne pas les oublier ou d'annoter. Et donc, c'est vrai que ça peut vraiment les mettre en difficulté à ce moment-là, les examens en distanciel. Alors, il y a aussi la question du format et des caractéristiques des examens, quelque chose qui revient quand même régulièrement et que vous avez sans doute déjà entendu dans vos établissements aussi, c'est la question de pas de possibilité de retour en arrière dans les examens en ligne. Ça, c'est vrai que c'est compliqué aussi. Et de nouveau, pour des étudiants, parfois avec des troubles d'apprentissage, qui mettent en place des stratégies particulières qui sont par exemple de lire d'abord tout un examen, de choisir de répondre par exemple d'abord à la question la plus difficile ou à la question qui vaut le plus de points, ou bien pour des étudiants dyslexiques qui doivent d'abord répondre à un examen pour le fond et puis qui ont besoin d'un temps en fin d'examen de lecture pour se concentrer sur l'orthographe. Cette non-possibilité de retour en arrière, elle peut vraiment mettre en difficulté. Donc, comme Valérie l'a dit avant, il y a la question de l'environnement. Voilà, pour certains, le fait
d'être à la maison, ça peut être un avantage. Pour d'autres, ça peut être un inconvénient parce qu'ils ne sont pas dans des conditions d'examen habituelles et peut-être ils sont moins concentrés ou ça va engendrer du stress. Alors, il y a aussi la question de la communication. Voilà, ils ont vraiment besoin de recevoir des consignes claires, suffisamment à temps. Et il y a aussi parfois la question de, dans le distanciel, c'est plus difficile d'interpeller un professeur pour lui poser une question. C'est peut-être moins naturel que lors d'un examen où les étudiants vont être en présentiel et face à un surveillant ou à un enseignant. En lien avec votre situation de handicap, qu'est-ce qui a été mis en place et qui vous a particulièrement aidé pour les examens en ligne? Donc, on retrouve de nouveau en premier lieu pour 39 étudiants la question du temps supplémentaire, qui était du coup particulièrement important lors de cette session en distanciel, puisque, comme je le disais avant, les étudiants ont vraiment eu cette impression qu'on a réduit le temps pour éviter la triche. Et donc, du coup, pour certains, ça a vraiment été vital de pouvoir bénéficier de ce temps supplémentaire pour pouvoir aller jusqu'au bout de leur examen. Alors, il y a la question aussi des modalités d'examen, des caractéristiques. Pour certains étudiants, pouvoir faire passer son examen sur ordinateur, c'est un plus. Et parfois, le fait d'utiliser un ordinateur pour faire son examen, c'était quelque chose qui était refusé par certains professeurs ou par certaines facultés. Donc, du coup, voilà, puisque le présentiel est arrivé, le distanciel, pardon, est arrivé, pour certains étudiants, ça a été vraiment l'occasion de pouvoir utiliser un ordinateur. Certains étudiants se voient aussi parfois proposer un oral à la place d'un écrit, et c'est des choses qui peuvent vraiment les aider. Alors, les professeurs sont souvent un peu frileux quand on touche à la question des modalités d'examen, parce que je pense que ça fait vraiment appel à la question de l'équité et que les professeurs ont parfois l'impression que si on remplace un oral par un écrit ou inversement, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on évalue. Et donc, voilà, ils sont relativement frileux. Maintenant, voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être aidant et profitable pour les étudiants à besoins spécifiques. Ce qui a aidé aussi pour certains, c'est le format du questionnaire sur ordinateur. Voilà, comme je le disais, parfois, c'est un inconvénient pour certains étudiants, ça peut être un avantage pour d'autres. Certains étudiants, en fonction de leurs troubles, vont avoir une écriture plus confortable sur ordinateur ou vont apprécier le fait de pouvoir zoomer comme ils souhaitent, de pouvoir changer le format de leur questionnaire. Donc voilà. Pour certains étudiants ou quelques-uns, l'environnement en distanciel est aussi moins stressant, plus serein, en particulier pour des étudiants qui auraient des troubles anxieux, par exemple, et qui ont vraiment bénéficié de pouvoir passer leur examen à la maison au calme. Pour certains de ces étudiants, j'en ai déjà discuté avec certains, ça va être justement du coup un peu compliqué maintenant de repasser au présentiel parce qu'ils voilà, ils vont du coup manquer d'entraînement. Ils ne se sont plus confrontés, je dirais, à la situation plus compliquée qui est pour eux le distanciel et donc qui est pour le présentiel, pardon. Et donc voilà, le retour à la normale va dans ce cas-là devoir être plus compliqué. Ils vont avoir besoin de soutien parfois. Alors, en lien avec votre situation de handicap, qu'est-ce qui pourrait vous aider pour aborder plus sereinement la prochaine session d'examen? Améliorer la communication est quelque chose qui revient aussi régulièrement et qui est pointé dans cette question par 20 étudiants. Donc, les étudiants à besoins spécifiques ont vraiment besoin d'avoir des informations suffisamment tôt, des consignes précises, d'avoir la confirmation qu'on tient bien compte de leurs aménagements, savoir suffisamment tôt le local dans lequel ils vont devoir aller. Bon, ça, c'est en présentiel. Donc vraiment, ça c'est quelque chose que je remarque régulièrement, c'est voilà, les aménagements sont vraiment utiles évidemment en tant que tels, mais ils permettent aussi vraiment de diminuer les stress des étudiants et de leur apporter davantage de sérénité pour aborder leur session et pour pouvoir mettre à jour leurs compétences. Et donc voilà, le fait de gagner en sérénité, je pense que c'est vraiment très important aussi. Alors, ce qui pourrait aider aussi une série d'étudiants, c'est de modifier les modalités d'examen. Donc, pas mal d'étudiants à besoins spécifiques auraient souhaité avoir du présentiel pour les étudiants à besoins spécifiques parce que voilà, ils sont plus à l'aise. Pouvoir aussi modifier certaines modalités d'examen, donc par exemple un oral par rapport à la place de l'écrit. Modifier aussi le format du questionnaire, donc on me le disait, vraiment pouvoir avoir ce questionnaire en papier qu'ils peuvent manipuler comme ils en ont l'habitude et pour qu'ils soient vraiment plus à l'aise, plus confortables et plus sereins. Et augmenter la durée d'examen. Voilà, la question du temps, c'est vraiment quelque chose qui est relativement prégnant et
voilà, quand même quelques étudiants, malgré le tiers-temps supplémentaire, du coup, l'impression de ne pas avoir eu suffisamment de temps parce qu'ils ont eu, comme je le disais, cette impression de temps d'examen vraiment, vraiment réduit. Alors, qu'en conclure, parce que je pense qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Voilà, en résumé, hein, vraiment les principales difficultés, donc les points d'attention qu'on pourrait donner aux professeurs pour les prochaines sessions en ligne, c'est vraiment la question du temps. Donc, voilà, qu'il y ait suffisamment de temps pour que l'examen puisse se faire dans le plus de sérénité possible. La question du format du questionnaire, donc comme je le disais, les non-retours en arrière, le fait que les étudiants n'aient pas de questionnaire papier, c'est quelque chose qui peut vraiment les mettre en difficulté. Donc, la question des modalités d'évaluation. Voilà, on peut comprendre que ça puisse inquiéter de passer d'une modalité d'évaluation à une autre, mais voilà, pourquoi pas tenter le coup de proposer un oral à la place d'un écrit, de proposer à un étudiant à un besoin spécifique de faire l'examen en présentiel plutôt qu'en distanciel. Alors, il y a aussi la question de la communication, voilà, de bien se poser la question, qu'est-ce qu'on communique, à quel moment, sous quelle forme, pour que chaque étudiant ait vraiment reçu suffisamment tôt l'information dont il a besoin. Et l'inconfort du distanciel, voilà, c'est vrai que cette situation nous est un peu tombée dessus et personne ne l'a vraiment choisi, mais c'est vrai que la plupart des étudiants à besoins spécifiques souhaitent vraiment le retour au présentiel. Comme l'a souligné Perrine tout à l'heure, les difficultés qui sont mises en évidence chez les étudiants à besoins spécifiques, je pense qu'elles sont exacerbées chez les étudiants à besoins spécifiques, mais c'est vraiment les difficultés qu'on retrouve chez tous les étudiants. Et donc, je pense que ça peut vraiment participer à la réflexion et que voilà, si des conditions d'évaluation sont réfléchies ou modifiées, ça va profiter aux étudiants à besoins spécifiques, mais très probablement que ça va bénéficier à tout le monde. Donc, c'est doublement efficace, je dirais. Donc, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le besoin de sérénité, je pense qu'il est vraiment important à prendre en compte. Et pour illustrer ça, Valérie, avec la cellule Punch, ils ont organisé récemment un Midi Punch où ils ont mis les profs dans une situation de simulation et c'était intéressant. Elle va peut-être en dire un mot. On ne t'entend pas, tu n'as pas ton micro. Donc, pardon. Donc, on a fait lors d'un Midi Punch donc à l'UNAMUR, on a mis les enseignants en condition d'étudiants, donc un test en ligne, pas de retour en arrière. On avait changé un peu, on avait mis les caractéristiques dont se plaignaient un peu les étudiants. Et le retour était vraiment, certains enseignants ont vraiment pris conscience et ont vécu, alors que ce n'était pas un examen qui comptait, ont vraiment vécu ce que les étudiants avaient durant leurs examens, ont pris conscience vraiment des difficultés et certains vont même jusqu'à un peu changer certaines modalités suite à ce vécu. Voilà. Voilà, alors voilà, c'est vrai que nous, en transversal de tout ça, il y avait vraiment cette question de la peur de la triche qu'on peut tout à fait entendre, évidemment, auprès des enseignants, mais qui, du coup, engendre un peu de nouvelles modalités d'évaluation parfois. Voilà, on pense qu'il est quand même intéressant de se questionner sur est-ce que ces nouvelles modalités d'évaluation permettent vraiment de bien mesurer l'acquisition des concepts, est-ce qu'elles ne sont pas parfois, du coup, biaisées par le stress qu'elles peuvent engendrer ou par la rapidité avec laquelle les étudiants doivent répondre du coup. Voilà, cette enquête auprès des étudiants à besoins spécifiques, c'était vraiment une première étape, en particulier pour moi, parce que je suis récente dans la fonction. Et voilà, on s'est vraiment rendu compte de la richesse et de l'importance de interroger les étudiants pour voir un petit peu ce qu'ils ont à apporter, comment ils analysent les choses, quels éléments ils peuvent nous apporter pour vraiment ensuite pouvoir revenir auprès des facultés pour donner des éléments d'analyse et avancer ensemble petit à petit vers vraiment plus d'inclusif, tout en respectant évidemment le cadre de l'enseignement supérieur, les objectifs des programmes et le fait que chaque professeur reste évidemment maître des objectifs de son cours et de ses évaluations. Alors rapidement, un conseil aux étudiants, moi, voilà, de nouveau de l'expérience que j'ai, je pense que ce que j'ai envie de dire aux étudiants, c'est de ne pas hésiter à être proactif, à ne pas hésiter à communiquer ses besoins d'aménagement, ses besoins d'information, ses besoins de sérénité et aussi à interpeller. Quand l'étudiant vit une difficulté, voilà, qu'il puisse dire, voilà, je suis en difficulté. Je trouve que les étudiants à besoins spécifiques, régulièrement, ils arrivent un petit peu
très timidement, sagement, en se disant, ben voilà, ils ont un peu galéré souvent jusque-là, et ils se disent, bon, là, ce qu'on me donne, je suis déjà content de l'avoir, mais voilà, moi, je leur conseille régulièrement de ne pas hésiter à interpeller leurs professeurs, leur faculté, le service EBS, etc. Et encore mieux en groupe, s'ils vivent des difficultés en groupe, ben voilà, qu'ils n'hésitent pas à les faire entendre, parce qu'ils ont parfois le sentiment que les professeurs ou les facultés ne seront peut-être pas à leur écoute, mais je pense que ce n'est pas le cas. Alors, c'est vrai que ce décret de l'enseignement inclusif qui cadre tout ce travail-là, ben, il est récent, donc c'est normal qu'il suscite encore beaucoup de questions, mais il ne faut pas hésiter, voilà, je trouve, à inciter les étudiants à être un peu militants et à revendiquer ce droit aux aménagements raisonnables et ce droit à l'équité de manière générale. Donc, pour conclure, voilà, je dirais que c'est vrai que c'était une situation inédite, cette pandémie. Tout le monde a dû s'adapter rapidement, que ce soit les étudiants ou les professeurs. Et dans ces circonstances-là, c'est souvent aussi l'occasion de faire un peu des bons. Par exemple, il y avait des facultés qui étaient vraiment très frileuses par rapport au fait de proposer des ordinateurs pour les évaluations. Ben là, on a été obligé de les proposer. Et donc, voilà, finalement, on a été obligé d'essayer. Et j'espère que ça va être conservé par la suite. Pareil pour les enregistrements des cours. Voilà, maintenant que tout le matériel est en place et que tout le monde a un petit peu l'habitude, l'idéal, ce serait qu'on puisse poursuivre parce que c'est vraiment bénéfique pour toute une série d'étudiants à besoins spécifiques. Alors ici, on s'est centré vraiment sur nous, le ressenti des étudiants via vraiment un petit questionnaire modeste, hein, mais les enseignants ont eux aussi dû s'adapter très rapidement. Donc, c'est vrai que si on a un petit peu de temps dans la discussion, on avait aussi un petit peu envie de savoir comment les professeurs, comment vous avez vécu ça de votre côté. Et en dernier lieu, on voulait dire qu'il ne fallait pas hésiter à contacter vraiment les services internes de vos établissements respectifs, donc les services d'inclusion, les conseillers pédagogiques. Et à l'Université de Namur, les équipes Punch et les étudiants à besoins spécifiques pour vous soutenir dans vos démarches vers voilà, des établissements secondaires, supérieurs plutôt, de plus en plus inclusifs. Merci Sandrine, merci beaucoup. Je peux me tourner vers le chat un petit peu. Donc, la plupart des gens ont fait les mêmes constats que vous deux, en fait, hein, dans les hautes écoles et universités. Ils ont observé de la même manière que vous. Alors, il y a une remarque comme quoi cette année, ça a été particulièrement difficile de prévenir les étudiants à temps au vu de l'évolution constante de la situation. Donc, voilà, il y a de nombreux étudiants à besoins spécifiques qui en ont pâti. Donc, je regarde s'il y a une autre question. Je descends. Ah oui, donc oui, Perrine, par exemple, qui rebondit en disant « Réfléchir sur les modalités d'évaluation me paraît fondamental. L'étude est très enrichissante, les résultats montrent que la différenciation est nécessaire et surtout la création d'un lien de confiance et une communication efficace entre les étudiants, les enseignants et les services inclusifs. » Donc, ça, c'est sûr aussi, je le relevais également. Alors, une petite question par rapport à l'enregistrement des cours. On sait qu'enseigner à distance et enseigner en présentiel n'est pas pareil. Comment tenter de convaincre les professeurs de maintenir cette bonne pratique dans le futur? C'est une question de Colline. Moi, voilà, ce que je dirais, c'est qu'en gros, le plus dur est fait pour le moment, parce qu'il a fallu faire de l'enseignement en ligne, un petit peu, voilà, trouver des solutions dans l'urgence. Et je me dis, voilà, maintenant, le matériel est dans les classes et dans les auditoires, et normalement, chaque professeur est pas un expert, mais en tout cas, peut se débrouiller. Donc, pour moi, le plus dur est fait. Il reste peut-être à convaincre vraiment de l'intérêt que ça peut apporter aux étudiants à besoins spécifiques, mais de nouveau, je pense à tous les étudiants de manière générale. Il y a plein de raisons pour lesquelles voilà, on a manqué un cours pour une raison ou une autre, ou pour un étudiant avec un trouble de l'attention, à un moment donné, il a été déconcentré, il ne s'inquiète pas, il reprend le fil, et puis il sait que quand il rentrera à la maison, il pourra retourner dans cet enregistrement et revisionner la partie qu'il a loupée. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de… Et de manière… En fait, oui, justement, moi, je suis tout à fait convaincue que l'enregistrement, ça pourrait être un aménagement qui pourrait être utile pour beaucoup d'étudiants. Mais en fait, le problème, c'est qu'en présentiel, les professeurs, eux, bougent dans leur classe, montrent des choses au tableau, etc. Et que moi, j'aimerais bien
permettre d'enregistrer les cours justement pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer ou quoi que ce soit. Mais ce qu'on me répond souvent, c'est que ça n'a pas de sens parce que le professeur n'est pas justement devant son ordinateur avec la caméra. Enfin, en tout cas, nous, ce n'est pas un système de podcast, c'est un système de webcam sur les ordinateurs. Donc, à partir du moment où le professeur n'est pas devant son ordinateur, l'enregistrement est un petit peu difficile et du coup, j'ai du mal à convaincre justement que ça a du sens. Je n'ai pas encore vraiment essayé de convaincre non plus, mais je compte m'y mettre. Mais c'est vrai que j'imagine que ça va créer aussi une série de difficultés. Mais en tout cas, je me dis dans chaque situation où c'est possible, si on pouvait continuer les enregistrements en ligne, je pense que ce serait bien. Mais c'est vrai que c'est probablement à réfléchir avec chaque professeur en fonction de la manière dont il donne son cours et du matériel qui est disponible dans le local, quoi. Valérie, vous voulez rebondir? Oui, c'est à ce propos-là que je levais la main. Il faut évidemment voir les conditions dans certains amphis, en tout cas à l'UNAMUR, ailleurs je ne connais pas, mais il y a certains amphis qui sont équipés, donc enregistrer le cours ne posera pas de problème. Maintenant, ça pose toujours question aux enseignants, et d'ailleurs maintenant on réfléchit après la pandémie, c'est qu'est-ce qu'on va garder de ce qu'on a mis en place, et là c'est une question intéressante et qui dépasse de loin le cadre des EBS. Mais le fait d'avoir des enregistrements pour les étudiants en besoins spécifiques, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on peut aller revoir à son rythme. Donc, c'est un des aménagements possibles. Mais c'est une grosse question, que garder de l'enseignement à distance. Voilà. Et il y a des auditoires qui sont adaptés à l'enregistrement. On va garder, on va continuer à l'utiliser. Maintenant, il faut être très clair par rapport aux enseignants. Il y a des grosses craintes. C'est qu'est-ce qu'on va faire de mes enregistrements? Il faut aussi qu'il y ait au niveau juridique, les enseignants soient protégés. Il y a 36 questions qui se posent et on doit prendre le temps d'y réfléchir et rebondir et continuer sur nos avancées qui sont énormes depuis un an. Catherine? Oui, moi je trouve aussi que les enregistrements, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé nos étudiants dyslexiques, etc., qui pouvaient revoir les enregistrements plus tranquillement à leur rythme. Mais on a aussi des enseignants qui disent que quand ils se savent enregistrer, ils sont moins spontanés, moins libres de dire, voilà, de faire des petites jokes ou des choses comme ça. Ils sont un petit peu moins à l'aise et forcément, je pense qu'au retour en présentiel, certains ne voudront plus spécialement enregistrer leur cours. Je voulais juste un peu rebondir, si je peux, sur les aménagements. Nous, ce qu'on fait, donc, on travaille avec le service qualité de vie de Liège. D'ailleurs, j'ai vu quelques collègues qui étaient là, qui font avec les étudiants toute la liste des aménagements qui leur sont proposés. Et en fait, ici, moi, je joue la personne relais entre les étudiants et les enseignants. C'est-à-dire que je prends les aménagements, je reçois les étudiants et je vois avec eux quels aménagements sont demandés pour quel cours. Je m'explique, par exemple, certains étudiants ont droit à un ordinateur. Et donc, avant, chaque professeur devait aller chercher un ordinateur pour le mettre à disposition des étudiants. Et puis, on se rendait compte, par exemple, qu'en mathématiques, avoir un ordinateur, c'est pire que mieux. Donc, l'étudiant ne l'utilisait pas et certains professeurs commençaient à être frileux par rapport à ça. Et donc, ce que je fais, moi, je reçois les étudiants, on discute ensemble et on voit dans tous les aménagements ce qu'ils veulent activer pour quel cours. Et je fais un tableau récapitulatif pour les enseignants, ce qui permet deux choses. Les étudiants ne sont pas en ligne directe avec les enseignants parce que, en master et tout ça, ils osent plus, mais en bac et bac 1, c'est pas toujours facile d'aller vers le professeur pour demander de mettre en place ces aménagements. Et je leur dis de revenir vers moi s'il y a quelque chose qui ne se passe pas, mais franchement, c'est devenu quelque chose que les professeurs appliquent tous. Et de la part des enseignants, ça leur permet de savoir que les aménagements qu'on demande vont réellement servir à l'étudiant et que voilà, ils peuvent les mettre en place et ils ont directement un tableau récapitulatif en disant voilà, j'ai 5 étudiants à besoins spécifiques dans mon cours, voilà ce que je dois mettre en place pour cela. Et ça permet comme ça, en tout cas, nous on s'est rendu compte ici qu'il y avait une certaine sérénité de la part des étudiants et des enseignants et que voilà, sauf si les choses m'ont échappé, mais je ne pense pas parce qu'ils reviennent vers ici. Ça se passe sereinement et ça se passe aussi beaucoup plus sereinement avec les autres. Parce que le fait que ce ne soit pas l'étudiant lui-même qui va trouver le prof devant ses collègues en demandant d'avoir le tiers de temps supplémentaire et des choses comme ça, voilà, c'est passé beaucoup plus sereinement entre étudiants. Oui, tout à fait. Est-ce que quelqu'un a une question encore à poser en live? Si pas, je peux encore regarder le chat, mais je ne sais pas, Nathalie, si tu m'autorises à encore déborder de quelques minutes ou pas. Moi, c'est surtout pour libérer tout le monde parce qu'on a déjà dépassé d'un quart d'heure. Ouais.
C'est vrai que je pense dans le chat, il y avait une idée intéressante qui revenait de Sabine, Henri et certains acquiesçaient de l'idée de est-ce qu'on ne devrait pas parler d'inclusif et d'intelligence multiple et faire l'enquête qui a été faite pour l'ensemble des étudiants finalement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup des conclusions, en tout cas celles du début, qui ont été présentées par Valérie au début, où on se dit potentiellement, tout étudiant aurait pu répondre ça aussi. Mais dans ce que vous soulevez, forcément, dans les aménagements et les choses à réfléchir, c'était un peu l'idée aussi de ce webinaire, de se rendre compte que faire des aménagements et réfléchir pour les étudiants à besoins spécifiques, ça peut être bénéfique pour tout étudiant. Et c'était la conclusion de Sandrine aussi. Valérie, tu veux ajouter quelque chose? Oui, en fait, on a ciblé les étudiants à besoins spécifiques parce que au niveau des étudiants, on va dire standards, les facultés avaient déjà beaucoup discuté avec les étudiants de leur faculté, donc relancé. Et puis, il y avait l'AGE qui avait fait une enquête auprès de tous les étudiants. Donc, c'était encore revenir une fois de plus. Or, les EBS, on ne les a jamais écoutés. Et donc, c'était ça que nous, on a choisi de cibler les étudiants en besoins spécifiques. Et on s'est rendu compte que beaucoup de choses qu'ils disaient n'étaient pas spécifiques aux étudiants en besoins spécifiques, justement, mais pour tous les étudiants. Voilà. Perrine, tu veux aussi intervenir avant qu'on conclue? Oui, parce que j'ai posé une petite question dans le chat. J'ai dit justement qui aimerait recevoir l'enregistrement là qu'on est en train d'enregistrer, même si vous avez été là depuis le début. Et il y en a certaines qui ont dit moi. Et donc je me dis tiens, qui d'entre vous serait intéressé par revisionner? Et du coup, ma deuxième question, ce serait est-ce que vous êtes à besoin spécifique ou pas? Qu'est-ce que vous allez faire de cet enregistrement ou pas? Enfin, c'est juste que, en fait, je pense que la peur que certains enseignants ont, moi, par exemple, qui viens de partager avec vous des idées, comme moi, des pratiques que je fais, je vous propose ça, c'est enregistré. C'est pas qu'on m'a pas demandé mon avis, on en avait parlé, etc. Mais et donc voilà, et donc c'était juste aussi intéressant de se mettre aussi dans la peau de nous, les étudiants, et de se dire que vous aimeriez peut-être revoir ça. Et moi, je vous donne en tout cas mon entière confiance. Pour ne pas le divulguer, c'est ce que je dis toujours aux étudiants aussi. Donc moi, je pense que ça peut se faire en effet, mais ça veut dire lâcher prise sur certaines choses et poser des cadres très clairs. Voilà. Merci Perrine. On peut se dire que c'était le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été présents. Merci Perrine, Valérie et Sandrine pour vos partages. C'était très, très riche. Deux points de vue qui ont abordé des notions et des pans finalement de l'enseignement et l'évaluation. Et voilà, je pense que tout le monde repart avec plein de chouettes idées. Quand je vois dans le chat tous les commentaires positifs et les merci, je crois que les participants sont ravis. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année académique, puisque nous n'aurons pas de rendez-vous au mois de juin. Et puis, je vous retrouve dans d'autres activités pédagogiques l'année académique prochaine.